La première condition de l'histoire, c'est la vérité. La seconde, c'est la mesure dans l'appréciation d'estime et de gloire qu'elle décerne à ses héros. Nous ne voulons point faire un poème ou un roman de cette humble vie passée devant un métier de brochage et devant des outils de menuiserie employés pendant 60 ans à perfectionner le passage de quelques navettes à travers la trame et le jeu de quelques poulies entre 4 piliers. Nous ne voulons pas donner le nom de grand homme à un pauvre ouvrier en soi, homme simple, bon et utile, esprit sans autre horizon que celui de sa profession, sans autre lumière que les lueurs de sa lampe, mais rêveur ingénieuse, obstiné à la découverte, acharné à l'invention, et doué d'un instinct si exclusivement mécanique que des esprits supérieurs qui l'entendaient parler sur d'autres sujets que son métier s'en allaient en disant de lui « ce n'est rien, c'est une machine qui en a inventé une autre ». Nous n'en avons pas nous-mêmes d'autre idée, nous ne le comparons ni à Triptolème qui invente la charrue nourricière des hommes, ni à ce Platon qui invente des idées transformatrices des philosophes, ni à Homère qui invente des mondes fantastiques, des poèmes, des sentiments, des images pour pétrir de larmes de pitié et de nobles passions le cœur humain, ni à Archimède qui invente des forces physiques capables de soulever des montagnes par la main d'un insecte, ni à ce Phidias qui invente le beau dans les formes des temples pour contenir le beau suprême dans l'idée des dieux, ni à Christophe Colomb qui invente un monde, ni même à Montgolfier qui invente la navigation aérienne dont les enfants de nos enfants développeront un jour les ailes et recueilleront les nouvelles. Civilisation, non, ce serait profaner la gloire et la reconnaissance du genre humain que d'appliquer le même mot à des inventions si différentes. Au grand homme, l'immortalité, à l'homme simplement utile à ses semblables, l'estime de sa profession, de sa ville, de son époque, une ligne dans l'histoire de l'art. Voilà tout ce qu'on lui doit, et tout ce qu'on lui paye. Nous inscrivons ici le nom de cet artisan de Lyon, nommé Jacquard, pour une découverte qui a transformé le métier à tisser. Y disons tout de suite ce qui nous frappe dans la vie de cet homme. Ce fut l'excès de la fatigue, de la misère et la déchéance physique et morale de l'ouvrier industriel qui forcèrent Jacquard à chercher quelque adoucissement à ce supplice de ses frères et à méditer 60 ans son invention. Ceci même est une première leçon qui sort de la vie que nous allons écrire. Cette leçon est de nature à bien faire réfléchir l'homme des champs vivant du métier naturel, éternel et universel, la culture de la terre, avant de quitter ce métier des métiers qui peuplent l'univers, qui créent, qui nourrissent sans limite les populations qui l'enfantent, pour aller se jeter au sein des villes dans ces métiers industriels précaires, passagers, chanceux qu'un caprice fait naître, qu'un autre caprice anéantit, que l'invention d'une cheville ou le déplacement d'une bobine dans une mécanique à tissage supprime et qui dévore par milliers les populations, corps et âme, sous prétexte de les mieux salarier. Comparons en effet l'ouvrier de la terre à l'ouvrier de l'atelier industriel. La comparaison produit l'étonnement quand elle ne produit pas la pitié. J'habite une contrée voisine de ce grand atelier moderne, de cette Sidon de la France, de cette Dama de l'Occident qu'on appelle Lyon. Je connais bien la condition et les mœurs de cette tribu de parias européens, appelés canuts par je ne sais quelle assimilation dégradante avec la canette, outil de leur métier, ou par je ne sais quel cynisme de langue, terme trivial qui semble porter en lui le sens de quelque infirmité de race ou quelque antique malédiction du sort. D'un autre côté, je suis né, et j'ai habité la plus grande moitié de ma vie parmi les paysans, dans un pays montagneux et pauvre, où le sol rare, mince, rocailleux, ingrat, ne produit que ce qu'on lui arrache. Je connais également bien la condition et les mœurs de l'ouvrier de la terre. Eh bien, daignez me suivre un moment en esprit dans l'atelier industriel de Lyon ou dans l'atelier de Dieu, la campagne. Toutes les fois que j'ai fait par la pensée cette comparaison, je n'ai pu m'empêcher de répéter ce vers du poète Garçon de Charrue, vers « C'est l'homme qui a fait les cités, c'est Dieu qui a fait les campagnes ». Entrant dans ce faubourg de Lyon, les toits noircis par la fumée des machines et par la vapeur des chaudières, où l'on teint les laines et les soies, sortent à peine du brouillard de la rue, on voit peser d'en haut sur ces maisons un miasme lourd, éternel, visible, le vent frais qui suit le courant de fleuve, s'efforce vainement de rejeter ses lambeaux de brume sur les collines. La brise du Rhône et de la Saône ne parvient à arracher au soleil que quelques rayons pluvieux qui semblent répugner à salir leur lumière par le contact de cette haleine immonde d'une ville de feu et de bruit. À droite et à gauche de ce faubourg, artère malsaine d'un corps souffrant, s'élèvent des rues grimpantes, étroites, tortueuses, entrecoupées de degrés de pierre, bordées des deux côtés de maisons à 4 ou à 6 étages qui se disputent l'air et le jour.
et qui, n'ayant pas sur le sol assez de place pour s'étendre, montent les unes à l'envi des autres pour conquérir l'espace sur le ciel. Leurs murs noirâtres et tachés de teintes vertes sont percés de milliers de fenêtres sans balcon et sans entablement, où l'on n'aperçoit pas même le pot de fleurs, image consolante du monde végétal, qui porte quelques souvenirs ou quelques parfums domestiques. À la jeune fille ou la cage de l'oiseau qui gazouille pour l'enfant, le plus grand nombre de ces fenêtres n'encadrent pas même la feuille de verre, tamis de la lumière dans leur châssis. Des feuilles de papier millées et jaunies par la pluie remplacent les vitres afin que la lueur trop vive du jour ne dévore pas les teintes de l'étoffe. Quelques-unes de ces feuilles de papier, crevées par la grêle ou par le vent, flottent en lambeaux à ces fenêtres. Elles rendent à l'oreille des passants ce cliquetis mort de feuilles sèches, seul murmure de ces ombres qui ne végètent pas. Elles impriment à ces maisons une physionomie d'indigence, de ruine et de catacombes qui serre le cœur dans la poitrine et qui fait presser le pas aux passants pour retrouver la lumière et la vie. On entend sortir de ces demeures d'autres bruits que le bruit monotone et cadencé de la navette, des rouages et des poulies qui battent, rincent et sifflent à tous les étages, sans laisser aux passants l'intervalle d'une respiration. On dirait le sourd et perpétuel froissement des muscles et des nerfs de bois de l'avarice et de l'industrie, remués par d'invisibles ressorts dans l'automate ou dans le squelette de la ville morte. Si vous pénétrez dans une de ces maisons ou de ces fourmilières humaines, vous trouvez d'abord une étroite, longue et sombre voûte qu'on appelle une allée. Une rigole humide et fétide la borde des deux côtés pour écouler la sueur de la maison dans le ruisseau de la rue. Vous glissez dans la fange toujours détrempée que les pieds boueux des habitants ou des visiteurs, les parapluies égouttés et les incuries banales entretiennent sans cesse dans ce supplément de l'égout, portique d'un cloaque. L'allée vous conduit à un escalier commun aux 200 habitants qui peuplent cette demeure, ces marches usées par le frottement des souliers ferrés suintent comme le pavé de l'allée d'une humidité fétide. À chaque palier, des portes entr'ouvertes laissent s'exhaler l'émanation souterraine d'autres égouts. À côté et à l'odeur de ces immondices, 8 à 10 autres portes hermétiquement fermées ne laissent entendre à l'intérieur que des vagissements d'enfants. Des impatiences de mères interrompues dans leur ouvrage par ces soifs de leurs mamelles. Ces bruits sont entrecoupés par le cousseau des pédales du métier qui ne se repose jamais sous le pied de la jeune fille, du frère ou du père. Montez, redescendez, suivez les paliers et les corridors de ce labyrinthe sans guide. C'est partout le même aspect, la même mélancolie, le même murmure, vaste geôle du travail dont on n'aperçoit pas les geôliers. Vite, plongez-vous les yeux à travers une de ces portes entr'ouvertes par le fabricant qui vient inspecter l'étoffe, apporter le dessin. Sauf de la semaine, vous apercevez des chambres nues dont presque tout l'espace est occupé par le métier. Pilori de la famille, des écheveaux de soie tapissent les murs, des piliers de bois, des cordages, des poulies, des fils, des bobines, des navettes, des cylindres, des cartons percés de trous, des contrepoids, des leviers jouent à grand bruit sous la main de l'ouvrier accroupi devant sa trame, pendant que ses fils l'assistent devant un métier pareil, que ses filles font lever et baisser tour à tour par un mouvement machinal, les soies tendues sur son cadre. Toute cette famille porte dans ses attitudes et dans ses traits l'empreinte de la profession sédentaire, renfermée, immobile ou torturée, qui l'emprisonne dans ses cellules du travail, la taille courte, les jambes cagneuses, les genoux gros, les pieds longs, les épaules hautes, la poitrine rentrée, les bras grêles, les doigts maigres, les joues creuses, le teint hâve, les yeux ternes. La physionomie douce mais sans virilité dans l'homme, sans attraite dans la femme, semble avoir contracté dans la monotonie et dans la réclusion de l'état une sorte de stupeur mécanique pétrifiée sur le visage. Les lèvres épaisses sont fendues par un ricanement trivial et triste. Les yeux gros, ronds, démesurément ouverts, semblent frappés d'un perpétuel étonnement. La voix est cassée. La langue même de cette race, séparée du reste de la population par sa cohabitation exclusive avec elle-même, ne ressemble plus à la langue qu'on parle dans la rue. Elle a des idées, des mots, des jargons, des proverbes, des accents qui la rendent une langue morte ou impénétrable pour le reste du peuple. Elle traîne comme la plainte, elle charite comme la captivité. Elle se lamente comme l'éternel ennui de l'uniformité. Elle révélerait à elle seule une tribu souffrante entre toutes les tribus de la terre. Tribu qui travaille à l'ombre comme le tisserand dans sa cave, dont le travail toujours le même n'exerce en rien l'intelligence ni le cœur, et réduit toute l'existence d'un homme à un seul geste éternellement répété depuis le berceau jusqu'à la mort. Le canut se déplace à peine de son métier pour prendre son repas. Il mange son pain et sa salure sur le bord du banc. Il ne quitte sa trame pendant toute la semaine que pour se coucher.
l'instrument de son salaire et de son supplice est toujours là, devant ses yeux. C'est le dernier objet qui frappe sa vue quand il s'endort. C'est le premier objet qu'il aperçoit à son réveil. Sa femme et ses enfants n'ont pas d'autre horizon. À peine le jour pénètre-t-il à travers le brouillard du matin dans la mansarde que chacun d'eux reprend autour de l'instrument la place et le fil de la veille, et que le gémissement des rouages et des poulies dans toute l'immense et noire caserne annonce à la rue qu'une nouvelle journée a recommencé pour le même peuple. Le dimanche seul interrompt d'un repos aussi régulier que la tâche, la monotonie de cette vie. L'ouvrier change de linge, s'accoude à sa fenêtre pour causer avec l'ouvrier des autres étages ou de la façade opposée. On les entend, sans les comprendre. La femme, les filles, les frères, les apprentis sortent dans leurs costumes endimanchés. Ils se mêlent peu aux autres groupes de la population. On les voit sortant des églises, et réappalant en famille dans les rues comme des étrangers, regardant tout d'un regard étonné de la lumière et du mouvement de la ville. Le soir, ils se répandent dans les chemins creux, dans les terres vagues des environs de Lyon. Ils s'assouent sur l'herbe poudreuse ou sur le sillon, ou sur le bord du chemin. Ils regardent mélancoliquement le coucher du soleil derrière les vertes collines de la Saône. Quelquefois la danse attire les jeunes gens et les jeunes filles. Le loisir attable le père et la mère dans les guinguettes exclusivement fréquentées par leur profession. Ils regagnent ensuite à pas lents la rue sombre, la chambre haute, et recommencent le lendemain la même alternative de travail et de repos. Quelques-uns atteignent, à force d'années et d'économies sur leur pain de tous les jours, une petite épargne qui leur permet d'acheter eux-mêmes un ou plusieurs métiers. Autour de ces métiers, ils exploitent parcimonieusement le travail de leurs apprentis, comme les fabricants ont exploité leur propre jeunesse. Ils deviennent à leur tour fabricants, ils s'enrichissent, ils prennent rang dans la cité, ils dépouillent la veste brune du canut pour revêtir l'habit à longue basque du négociant. Ils accumulent épargne sur épargne, ils se naturalisent en 2 ou 3 générations dans la propre et laborieuse bourgeoisie de Lyon. Ils y portent, ils y conservent de leur origine cette économie féroce qui est à la fois la vertu et le vice du travail enrichi. Ils n'apprécient pas l'homme, ils le numèrent. Ils ont un signe unique et cabalistique auquel ils mesurent tout ici-bas, la fortune. Rien n'existe pour eux que ce qui pèse dans la main et ce qui sonne sur le comptoir. Ils sont les idolâtres du métal. L'or leur a tant coûté à acquérir qu'ils regardent comme une impiété de le dépenser. Mais ceux-là sont peu nombreux. Le plus grand nombre consomment à l'entretien de la famille, le salaire des jours heureux. Puis, lorsque le travail cesse et que le salaire tarit, les pères et les fils serrent leur ceinture autour de leur corps pour moins sentir le vide des aliments diminuer. Ils se répandent en groupes indigents de femmes et d'enfants dans les rues de leurs villes nourricières ou dans les campagnes lointaines du Forez ou de la Bresse. Ils chantent les tristes complaintes de la misère sous les fenêtres des riches. Ils mangent sans murmurer le pain de l'hiver jusqu'à la reprise des métiers. D'autres, parvenus à la vieillesse toujours précoce chez eux, se lassent du travail, se livrent à l'intempérance et meurent à la charge des hospices. On les ensevelit dans la fosse banale du faubourg. C'est une bouche de moins dans la famille. Le métier continue à battre le lendemain. Et voilà une race d'hommes, car telle était la vie de l'ouvrier de Lyon il y a à peine 50 ans. La vie de l'ouvrier de l'habitant pauvre de la campagne est une vie humaine, au moins en comparaison de cette vie machinale de l'ouvrier en soie ou en coton des villes. Celui-là ne se dépèse ni de son sol, ni de son ciel, ni de sa maison, pour aller s'exiler entre 4 murs. Les racines de l'arbre sont aux pieds, les racines de l'homme sont au cœur. C'est beaucoup pour l'homme de n'être pas déraciné dans sa sève. L'ouvrier des champs brandit où il est né. Les sentiments et les habitudes de famille, de voisinage, de parenté, de pays lui forment une atmosphère d'affections innées, cruelles à rompre, lentes à reformer. Il n'est pas contraint de se séquestrer de la nature physique, ce milieu nécessaire à l'homme pour que l'homme soit sain et complet. Il a le ciel sur sa tête, le sol sous ses pieds, le soleil dans ses yeux, l'air dans sa poitrine, l'horizon vaste et libre devant ses regards. Le spectacle irréfléchi mais perpétuellement nouveau du firmament, de la terre, du jour, de la nuit, des saisons qui entretiennent sans parole mais sans lassitude les sens, le cœur, l'esprit de l'homme de la campagne. Ces travaux sont rudes mais ils sont variés, ils comportent 1000 applications diverses de la pensée, 1000 attitudes différentes du corps, 1000 emplois des heures et des bras, bêcher, labourer, semer, sarcler, faucher, planter des laits, bâtir des murs, élever, soigner, nourrir, traire des animaux domestiques, moissonner, battre les gerbes, vanner le blé, émonder, vendanger les vignes, pressurer le raisin, récolter les fruits du noyer ou du châtaignier, sécher les récoltes, les préserver pour l'hiver, irriguer les prairies, curer les écluses du moulin, pêcher les étangs, atteler, dételer les bœufs, tondre les moutons, presser le laitage des chèvres,
couper le genêt ou la broussaille pour le foyer, préparer le chaume du toit, tresser le jonc, peigner le chanvre, nourrir le ver à soie, filer la laine pendant les jours de neige. Ce sont là autant de travaux qui, en diversifiant le travail de l'ouvrier de la campagne, le lui font aimer, et changent la peine en intérêt, et souvent en attachement passionné à l'œuvre. Presque tous ces travaux s'accomplissent en plein air et en plein jour, santé les gaietés de l'homme. L'homme n'y est point machine, il est homme, il y place son émulation, son orgueil, son adresse, sa force, son exactitude, son habileté. Il y est actif et assidu, mais il n'y est pas esclave. Il se sent libre, il se déplace à son gré dans le vaste atelier rural ouvert à ses pas. Il y devient robuste, il y reste sain, sans cesse aux prises avec les forces de la nature. Il y exerce les siennes, il a la fierté et le courage de sa liberté, il est propre à tout. Quand il a grandi dans cette forte discipline des travaux champêtres, le sabre ou le fusil lui paraîtra léger après la charrue ou le pic. Il y est aussi propre à défendre son pays qu'à le fertiliser. Une empreinte de santé, de vigueur, de franchise, de liberté et de fierté modeste virilise ses traits. Il regarde en face, il marche droit, il parle haut, il respire à pleine poitrine, il ne craint, il n'envie personne. Placés à côté l'un de l'autre, un ouvrier en soie de Lyon et un paysan de l'Auvergne ou des Alpes du même âge, et comparez l'homme à l'homme, l'un vous rendra fier, l'autre vous rendra triste d'appartenir à la race humaine qui a produit tant de faiblesse à côté de tant de majesté. Vie, la misère même des champs n'est pas la misère des villes manufacturières. On y souffre des privations, mais presque jamais le dénuement et la faim. Si le fils du cultivateur ne possède pas un petit héritage à cultiver, il se place toujours facilement, ou comme serviteur, ou comme journalier dans la ferme du métayer, ou dans le champ du propriétaire. Serviteur, il peut économiser tous ses gages. Journalier, il peut épargner son salaire. La nourriture et le vêtement sont à si bas prix dans les campagnes que ces premières nécessités de la vie sont presque gratuites pour le journalier sobre. En peu d'années, il peut acheter un petit champ et s'y construire presque à lui seul son toit et son étable. C'est la situation de presque toutes les familles de cultivateurs dans les pays de montagne. 2 ou 3 000 francs de terre inculte suffisent pour abriter et nourrir le père, la femme et les enfants, jusqu'à l'âge où ces enfants se placent eux-mêmes au service des propriétaires voisins pour gagner, économiser à leur tour. On meurt quelquefois de faim dans une ville, c'est un reproche légitime à la civilisation. On ne meurt jamais de faim dans la chaumière du paysan. Il faut si peu de sol pour produire le pain d'un hiver, le maïs, la pomme de terre, la châtaigne, le sarrasin pour les poules, le trèfle pour la vache, le feuillage pour la chèvre, l'épine ou le bois mort pour le feu, la paille pour la litière, que le cri réel de la faim est presque inconnu. Quand le cri de l'indigence rurale s'élève, tout le monde est sur sa porte, le morceau de pain à la main, car le paysan, avare d'argent, a le cœur ouvert pour l'assistance en nature à ceux dont il connaît la détresse. Mais cette détresse extrême, et qui réclame des aliments, n'atteint jamais l'ouvrier actif et sa famille. Elle ne se manifeste que dans des maisons dépourvues d'habitants valides, où quelques vieillards, quelques infirmes, quelques veuves ou quelques orphelins sont restés seuls et abandonnés dans le foyer désert par l'extinction des fils, des pères, des maris, des parents morts. Ces indigences accidentelles ne dépassent jamais 1 ou 2 sur 100 de la population pauvre. Et par conséquent, les forces d'assistance de la population propriétaire y suffisent largement. Quant à la différence de bonheur physique et de bonheur moral entre l'ouvrier des chaumières et l'ouvrier des ateliers, on peut la mesurer d'un mot, c'est que l'un vit et meurt en communication avec la nature et avec Dieu, et que l'autre vit et meurt en cellule. C'est que l'un a pour métier la terre, les plantes, les animaux aimants, les arbres, les eaux, le soleil, et que l'autre a pour métier 4 morceaux de bois et une trame sans fin entre les murs d'une prison à vie. L'un est comparable au pauvre insecte qui file sa soie et qui meurt, l'autre est un être qui s'incorpore par le regard et par la pensée à la création tout entière, et qui n'a rien à envier de ce que Dieu va donner à l'espèce humaine de durée, d'activité, d'intelligence, de sentiments, de sensations et de félicité. Comment se trouve-t-il cependant des générations qui se jettent de jour en jour davantage dans ces ateliers des villes pour recruter cette tribu de la soie et pour mourir sur leur métier? C'est ce que mon intelligence n'a jamais pu comprendre. C'est le mystère de l'or. Il faut renoncer à le sonder. Puis les villes ont des courants invisibles comme la mer qui entraînent les campagnes contre l'écueil. Le père de Jacquard était un de ces hommes des champs, propriétaire aisé à Couzon, village de la banlieue de Lyon, où les excavations d'une montagne au bord de la Saône fournissent une pierre saine, à large bloc, rouge comme un granit égyptien, aux constructions de Lyon. Il quitta son petit domaine paternel pour s'enrôler dans la fabrique de la soie.
il ne s'enrichit pas. Il mourut jeune, comme meurent les ouvriers de sa profession. Il laissa à son fils 2 métiers pour héritage. Ce fils était Jacquard, destiné à immortaliser ce nom dans la cité. Jacquard, dont l'intelligence était supérieure au labeur manuel dans lequel il avait été élevé, rêva très jeune 2 choses qui font rêver tous les hommes au matin de leur existence, l'amour et la renommée. Il aimait la fille d'un armurier de Lyon, ami de son père. L'armurier lui accorda la main de sa fille. Jacquard fut heureux. Claudine Boichon, c'était le nom de sa femme, rachetée par sa grâce, par sa tendresse et par sa docilité aux imaginations un peu chimériques de son mari, l'absence d'une dot que son père l'armurier lui avait promise et que sa mauvaise fortune ne put lui donner. Peu importait à Jacquard qui ne voulait du mariage que le bonheur et le calme dont il avait besoin afin de poursuivre les inventions mécaniques. Vocation innée dans sa nature, il s'endormait tous les soirs, il s'éveillait tous les matins avec un plan nouveau dans l'esprit pour simplifier ou perfectionner les outils de son art ou de tous les autres arts. Au lieu de sentiments et d'images, sa poésie se composait de leviers, de poulies, de ressorts, de cylindres, de rouages qu'il mettait en mouvement dans ses pensées, auxquels il faisait accomplir toutes les œuvres de la main de l'homme. La poésie, dans les artisans, prend presque toujours les formes de la mécanique. Les mécaniciens sont les poètes de la matière. Au lieu de poèmes et de drames, ils font accomplir des évolutions à des poids, à des contrepoids, à des roues, et de même que les poètes créent le mouvement de l'âme, les mécaniciens créent le mouvement des corps. Archimède et Vaucanson sont les Homères et les Virgiles de cette poésie. Chacun, à un degré inférieur, était de cette race créatrice. Ordinairement, le mécanicien ne peut rien sans la géométrie et les mathématiques. Ces sciences sont les chiffres de ses calculs et les termes par lesquels il exprime ses pensées. Mais les sciences, qui sont l'outil des esprits vulgaires, sont les servantes du génie. Quand il ne les a pas sous la main, il s'en passe ou il les invente une seconde fois par sa propre force et pour son propre usage. Une vive et patiente imagination, ce don de la nature que les savants de profession affectent de mépriser, est la seule source de toutes les grandes inventions qui ont changé la face du monde matériel. Les plus belles machines sont sorties toutes vivantes de la tête d'un artisan, d'un berger, d'un moine rêveur, d'un potier de terre, d'un cardeur de laine, d'un matelot, d'un ouvrier en soie ou d'un forgeron ignorant, et non de la main des savants. Les ateliers ont enfanté en ce genre plus de chefs-d'œuvre que les académies. La machine des mondes elle-même, l'astronomie, n'a été dévoilée, décomposée et reconstruite pièce à pièce, astre par astre, que par des pasteurs de la Chaldée. Le hasard et l'imagination sont le père et la mère de l'invention. La science n'en est que la nourrice. Mais Jacquard ne savait rien et créait tout, causant un jour avec un coutelier de ses amis et remarquant qu'une lame de couteau passait par les mains de 3 ou 4 ouvriers avant d'être adaptée aux manches. Il rêva un moment en silence devant l'établi de l'artisan. « Que rêves-tu donc ainsi ?» lui demanda le coutelier. « Tu le verras demain, » lui répondit Jacquard. Le lendemain, il apporta à la boutique de son ami le plan complet d'une machine qui faisait seule en 5 minutes l'ouvrage de 4 ouvriers en un jour. Le coutelier, trop pauvre pour faire exécuter la machine de Jacquard, se contenta de l'admirer et de la garder dans son atelier comme un chef-d'œuvre. Les apprentis la brisèrent à son insu quelques jours après, tremblant que l'invention du canut, en simplifiant tellement le travail, ne supprima le salaire et la vie de milliers d'ouvriers en coutellerie. Mais quelque temps après, ayant appris que les villes maritimes de France et d'Angleterre avaient proposé un prix à l'inventeur du procédé le plus économique pour les filets de pêche, Jacquard y pense tout un jour de dimanche, en se promenant seul dans la campagne. Le soir, il rapporte le problème tout résolu dans sa tête. La nuit, il exécute le modèle de la machine à filet. Le lendemain, il présente cette machine à son fabricant. Ce fabricant éclairé, M. Pernon détourna l'ouvrier de son invention peu productive, inclina ses méditations vers le perfectionnement des métiers à soie, dont la consommation universelle promettait à l'inventeur une gloire et une fortune sans limite. Jacquard y rêvait depuis longtemps. Il avait été entraîné vers ces efforts de son imagination par un plus noble motif que la fortune et la gloire, par la compassion fraternelle pour la misère et pour les souffrances des hommes, des femmes et des enfants, qui disloquaient leurs membres et abrégeaient leur vie devant ces métiers imparfaits. De ce jour, il concentra ses pensées dans les combinaisons obstinées du métier à soie. Simplifier ce métier, véritable supplice physique de la classe nombreuse des ouvriers, des ouvrières et des enfants qui étaient condamnés, ce n'était pas seulement servir l'industrie, c'était servir le genre humain. Le travail de la soie,
répandue depuis l'extrémité de l'Inde jusqu'au centre de la France, et le salaire et le pain de plusieurs centaines de millions d'hommes sur la face de la terre. Un imperceptible insecte, en filant son tombeau, a transformé, nourri, salarié, peuplé et civilisé un tiers du globe. Jamais l'économie politique n'eut dans un plus petit artiste un plus vaste phénomène du travail à présenter à l'admiration des hommes. Arrêtons-nous un instant sur ce phénomène pour apprécier mieux la portée de l'invention qui devait l'agrandir encore. Mais Yves, le ver à soie se métamorphose 4 fois pendant sa vie de quelques semaines. œuf, il éclot en 10 jours, couvé par un rayon direct de soleil, auquel il emprunte sans doute ses couleurs. Chenille, il revêt et dépouille 3 ou 4 robes de nuances différentes en moins d'un mois, comme pour se parer lui-même de soyeux et brillants tissus qu'il prépare à tisser pour nous, ouvriers. Il se file à lui-même un linceul pour s'ensevelir et demeurer 20 jours, caché à tous les yeux, pendant lesquels il accomplit sa mystérieuse incarnation sous une autre forme. Le 20e jour, on voit se déchirer silencieusement ce linceul ou ce cocon, une tête en sort, des ailes poussent, un papillon jaillit dans l'air, il cherche sa compagne pour perpétuer la vie de l'espèce par l'amour, cette immortalité de la création. La femelle pond des œufs semblables à une graine de fleur aérienne, puis mâle et femelle meurent en même temps, assurés de revivre, l'homme arrive, il s'empare du sépulcre vide entouré de son linceul jaune ou blanc, il l'humecte pour le décomposer, il le dévide, et voilà. La soie. Au commencement, l'homme se contentait de recueillir ce coco au pied de la plante sur laquelle l'insecte l'avait filé, mais bientôt l'industrie, pour multiplier le précieux produit, s'empara de l'animal, étudia ses besoins, ses mœurs, son aliment, son travail, et s'associa à lui pour produire ensemble de plus nombreux écheveaux de son fil d'or. Ce furent les femmes dont les mains plus délicates se chargèrent de toucher sans les flétrir ces imperceptibles artisans de leur parure. Elles recueillirent les œufs ou la graine, pour leur communiquer une température toujours égale, elles les couvèrent dans leur propre sein, elles les firent éclore ainsi à la chaleur de leur propre vie, d'autres les abritèrent et les abritent encore sous leur oreiller, elles leur cueillirent des feuilles vertes et tendres, propres à être facilement entamées par d'invisibles dents, elles virent les vers avec ravissement, après quelques semaines extraire, comme l'abeille, de leur bouche une salive liquide et dorée, sortant par 2 orifices, se rejoignant et se solidifiant dans un seul fil par la volonté de l'insecte, puis prenant à l'air la consistance d'une toile d'araignée, se contournant en voûte ovale autour de la chenille pour lui servir de nid, de vêtements, de voiles, d'ombre, de couveuse ou de tombeau. Après avoir admiré ce nid, les femmes le pesèrent, sa légèreté leur attesta la finesse de son tissu, elles le dévidèrent, le dévidage leur montra sa solidité, elles le mesurèrent, sa longueur les étonna par sa ténuité, le fil de soie d'un cocon s'étend sans se rompre jusqu'à près de 1000 pas d'homme. Voilà l'ouvrage d'un fileur un peu plus gros que le ciron. Bientôt ces femmes suppléèrent par des soins de toute espèce aux difficultés, aux maladies, aux saisons que des climats moins favorisés opposaient à l'éducation, à l'éclosion, à la nourriture de leur ouvrier naturel. Elles filèrent elles-mêmes cette nouvelle toison, et la soie commença à effacer dans l'usage et dans l'admiration des hommes toutes les autres toisons grossières que le chanvre, le lin, le coton, le duvet des plantes, les fourrures des animaux avaient fourni jusque-là à leurs vêtements ou à leur luxe. L'invention de la soie tissée, de la soie teinte, de la soie brochée devint une date dans l'existence de l'humanité. L'Europe, comme toujours, fut la dernière partie du monde visitée par la nouvelle invention. L'Orient, berceau de toutes choses par droit d'aînesse dans le genre humain, en idées, en philosophie, en religion et dans les arts, posséda la soie avant nos ancêtres. 1700 ans avant Jésus-Christ, les Chinois avaient découvert le ver à soie, planté le mûrier, fabriqué les tissus les plus merveilleux et les plus usuels avec le fil animal de l'insecte. Les Persans et les Indiens recevaient de la Chine par caravane ces mystérieux brocarts dont ces peuples ignoraient la matière et qui tapissaient au nombre de 30 000 tentures les palais babyloniens de Khosroé. Les Chinois, peuple de granit, qui connaissaient l'économie politique la plus raffinée avant que l'Europe soupçonnât seulement la portée de la moindre industrie dans la destinée des peuples, connaissaient parfaitement le prix de cet insecte pour leur prépondérance commerciale en Orient. Ils en faisaient un mystère, comme plus tard du thé. Ils défendaient sous peine de mort d'en dévoiler la nature, l'éclosion, le travail, et d'en exporter la graine aux étrangers. Les Indes et la Perse seuls s'efforçaient de le naturaliser. Rome et ce petit espace autour de la Méditerranée que la vanité antique appelait le monde romain savaient à peine le nom de la Chine et n'avaient entrevu que quelques lambeaux de soie apportés par les Persans ou par les Parthes jusqu'à Tyr.
Les femmes de Tyr, qui tiraient la pourpre des veines d'un autre insecte ou coquillage dont elles teignaient leur laine, avaient vu avec stupeur ces échantillons de soie. Elles avaient pressenti que ces tissus détrôneraient la pourpre et qu'un insecte triompherait d'un autre. Cependant, par cette curiosité naturelle des femmes pour les objets qui peuvent relever la beauté, la vanité avait prévalu chez elles sur l'intérêt. Les belles fileuses de pourpre de Tyr et de Sidon avaient effilé les morceaux d'étoffe de soie que les marchands du golfe Persique leur avaient apportés de Chine. Elles les avaient filés et teints de nouveau. Elles en avaient composé un tissu à maillage, léger comme l'air, transparent comme l'eau de leur mer, mêlé de soie et de laine, pour la parure des reines. On appelait cette étoffe du vent tissu. Les Chinois avaient gardé 1200 ans leur monopole avec leurs secrets. Ce ne fut que 600 après Jésus-Christ, et dans la décadence de Rome, sous Justinien gouvernant l'Empire à Constantinople, que cet empereur parvint à arracher à la Chine ce trésor d'industrie et de civilisation. Alors la Chine était tolérante en matière de religion. Elle permettait l'introduction des nouvelles idées et des nouveaux dieux dans l'Empire avec autant de libéralité philosophique qu'elle apportait de jalousie industrielle, à interdire l'exportation de ces éléments et de ces procédés de travail en Occident. On y prêchait librement le Dieu des chrétiens. Justinien envoya en Chine 2 moines persans de la religion du Christ, sous prétexte d'y répandre la nouvelle foi. Leur véritable mission avait pour objet de découvrir et de rapporter en Europe le secret et la matière de la soie. Le commerce commençait à porter tout l'or de l'Europe et de l'Asie à la Chine, en Perse et aux Indes. Justinien s'alarmait de cet appauvrissement de l'Empire qui se ruinait pour un tissu. Il se vit, les 2 moines parvinrent à Pékin, y résidèrent 2 ans, surprirent la nature de l'insecte et les procédés de la fabrication. Ils se procurèrent des œufs de vers à soie, ils enfermèrent cette graine dans 2 bâtons creux qui leur servaient de contenance. Ils dérobèrent ainsi leur larcin aux soupçons des Chinois, revinrent à Constantinople, brisèrent leurs bâtons en présence de Justinien et déposèrent la graine précieuse sur les genoux de la plus belle et de la plus artiste des femmes, l'impératrice Théodora, cette Cléopâtre de l'Empire grec, digne berceau d'un insecte qui venait filer pour les femmes et pour les dieux la parure de la beauté et les ornements des temples. Nous ne suivrons pas cet art plus loin que son berceau. Tout le monde sait avec quelle rapidité il se propagea dans le monde, et quel chef-d'œuvre de tissu, de brochage, de richesse, de goût, de dessin, de couleur, de relief il enfanta en Perse, en Syrie, en Italie, à Lyon. Les ouvriers en soie furent des lapidaires en étoffe. Leurs œuvres eurent le prix de la pierre précieuse. Puis l'art atteignit son apogée, le bas prix, et l'usage de la soie descendit des impératrices et des reines aux femmes et aux hommes des plus humbles conditions. Aujourd'hui, c'est le vêtement et le pain de populations presque innombrables. Le mûrier croît pour nourrir l'insecte sur un tiers de l'hémisphère. 400 millions d'hommes en Chine, 500 millions d'hommes au Tibet, dans les Tartaries, dans les Indes, 40 millions d'hommes en Afrique, 30 millions d'hommes dans l'Asie mineure, 20 millions d'hommes autour de la mer Noire et dans les 2 Turquies, des millions d'hommes dans les îles de l'archipel, en Grèce, au Caucase, sur les rivages de l'Adriatique. 26 millions d'hommes en Italie, en Sicile, en Sardaigne, en Savoie, 8 millions d'hommes en France, de Toulon à Lyon, plantent le mûrier, élèvent le verre, trafiquent de la soie, la produisent, la consomment, la fabriquent. C'est par milliards qu'il faut compter les ouvriers divers de cette agriculture et de cette industrie. Le blé lui-même couvre sur le globe moins d'espace que l'ombre du mûrier. 6 millions en France, et l'on peut dire maintenant en Europe, est la capitale du ver à soie. Son peuple routinier, sédentaire et laborieux comme l'insecte dont il achève l'ouvrage, répand en tissu dans l'univers ce que le ver à soie file en cocon. L'un suffit à peine au travail de l'autre. De tout temps, Lyon a été sans rivalité en Europe pour la perfection de ses métiers. Ses travailleurs plus patients et plus économes lui ont conquis et lui assurent par la supériorité de la main comme par le bas prix le marché de l'univers. Le travail ne tarda pas à y appeler le génie de la mécanique à son aide. La nature fit naître ce génie à sa porte dans Vaucanson, né à Grenoble au commencement du XVIIIe siècle. Vaucanson était l'Archimède de la France. Il aurait égalé celui de la Sicile si l'invention de la poudre à canon en Chine n'avait pas substitué à la force mécanique pour la guerre une force chimique qui donnait à l'homme la puissance illimitée du volcan. Les premiers jeux de Vaucanson d'enfant furent des miracles. Son imagination dédaigna d'imiter autre chose que le Créateur. Dans son canard qui nage, qui marche, qui barbote, qui vole, qui mange et qui digère, dans son lutteur, dans son joueur de flûte et surtout dans son joueur d'échecs,
Il organisa des êtres automates, pourvus de tous les muscles et de tous les mouvements de la nature, et auxquels il ne manquait que l'âme pour être animé. L'Europe cria au miracle, et elle répète encore ce cri d'étonnement après plus d'un siècle. Le gouvernement envoya Vaucanson à Lyon pour prêter son incomparable génie à un métier. Il fut nommé l'inspecteur des manufactures de soie. Disons la vérité, son génie était au-dessus de sa tâche. Ayant entendu les fabricants de la ville se plaindre de la difficulté de former des ouvriers capables de tisser et de nuancer les étoffes, il sourit, il inventa une machine mise en mouvement par un âne qui tissait, brochait, nuançait toute seule aussi parfaitement que l'ouvrier le plus intelligent. Il pourvut les métiers à soie de tous les mouvements et de toutes les adresses de la main humaine. Tout ce que la fabrique du temps lui demanda pour son usage, il le lui prodigua sans mesure. Il mourut en laissant pour héritage à cette industrie des métiers qui portent son nom, et que des mains moins divines n'avaient plus qu'à retoucher pour leur adapter les perfectionnements réclamés par d'autres besoins. La gloire est le seul héritage du véritable génie tel que celui de Vaucanson. Il ne faut pas la lui laisser dérober par des plagiaires. XX, l'art de la soie en était là, quand le jeune Jacquat conçut l'idée de le perfectionner, et surtout de l'économiser en supprimant quelques mains coûteuses et en ajoutant quelques rouages ingénieux qui dispensaient de l'application des enfants au métier de Vaucanson. L'entraînement de son imagination, ses essais, ses rêves, sa perpétuelle tension d'esprit pour découvrir des simplifications à son art, ces témérités entreprenantes qui font négliger à l'ouvrier le travail des mains pour les chimères de l'esprit, ruinèrent en peu de temps sa modique fortune. Ses rivaux le raillèrent, ses amis l'accusèrent, sa femme seule le comprit et le consola. Elle lui avait donné un fils pour lequel elle rêvait elle-même la fortune et la gloire de son père. Elle croyait placer sa vie à un intérêt assuré et incommensurable en la sacrifiant aux études de son mari. Elle vendit sans se plaindre les 2 métiers, ses bijoux, et jusqu'à son lit, pour payer les essais et les dettes du pauvre artiste. Enfin le pain manqua au ménage. Jacquat fut obligé de quitter avec larmes sa jeune femme et son enfant au berceau, et de se placer à gage comme manœuvre chez un fabricant de chaux du budget pour chauffer son four. Sa femme entra comme ouvrière dans une fabrique de chapeaux de paille pour tisser la tige de rides et de sève de ses mêmes doigts qui avaient broché l'or, la soie et les fleurs sur les métiers de son mari vendus à l'encan. Elle allaitait son fils, l'histoire les perd longtemps. Tous les 3 dans cet abîme de misère. On ne les retrouve que 17 ans après, pendant le siège de Lyon par l'armée républicaine de la Convention. Lyon, comme toutes les villes de commerce, est une ville de mœurs républicaines. La mobilité des fortunes, destructive de toute aristocratie, le sentiment de l'égalité, qui n'accepte de supériorité que celle du travail et du succès, la haine du luxe, bien qu'elle ne vive que du luxe, l'austérité de la vie, maintenue par l'économie autant que par la vertu, l'estime du labeur personnel, titre et gloire de tous les citoyens, l'éloignement des cours, la rivalité avec Paris, prédisposait Lyon à la démocratie et à la révolution. Mais les révolutions sont toujours des sacrifices que le temps fait à l'avenir, et qui nécessitent de la part des peuples par qui elles s'accomplissent un grand désintéressement momentané. Les peuples pauvres sont presque seuls capables de ces grands mouvements d'idées et d'institutions qui bouleversent courageusement les vieilles choses pour en faire sortir des choses nouvelles. Les peuples riches se fatiguent vite à ce jeu ruineux quand il n'est pas terrible. Ils se lèvent un moment en sursaut au cri de l'idée rénovatrice qui les éveille. Ils font quelques efforts et ils se recouchent promptement dans le lit du passé, reculant d'effroi devant la grandeur de l'œuvre. Cet effet ordinaire des révolutions sur les peuples intéressés et vieillis est plus prompt encore quand les révolutions désordonnées, furieuses et sanguinaires demandent le glaive à la main, des soldats au peuple, des dépouilles aux riches, des têtes aux partis. La Convention en était là. Lyon, qui tient à la propriété plus qu'à la vie, s'était soulevé, non contre la République, mais contre les spoliateurs et les bourreaux. Les armées de la République avaient juré d'anéantir ce foyer d'égoïsme, de modérantisme et bientôt de royalisme, qui refusait d'accepter la tyrannie du salut public. Gentilshommes, prêtres, fabricants, ouvriers, peuple prirent les armes et combattirent héroïquement, les uns pour leurs autels, les autres pour leurs rois, ceux-ci pour leurs richesses, ceux-là pour leur travail. La lutte fut sublime mais courte. Lyon succomba sous la France. Les délations, les vengeances, les assassinats politiques l'inondèrent de sang par la main des proconsuls militaires et des proconsuls civils de la Convention.
Décédé Jacquard, qui était rentré à Lyon pour défendre ses foyers renversés et qui avait combattu avec ses concitoyens, se cacha après la capitulation dans l'atelier de paille de sa femme. Son fils, âgé de 16 ans, s'engagea dans un des régiments que la Convention recrutait au sein de la ville conquise pour les faire marcher aux frontières. Ce jeune homme se fit donner 2 enrôlements de volontaires au lieu d'un. Il porta le second à son père. Le père et le fils sortirent ainsi ensemble de la ville, changeant de cause et marchant au Rhin avec les républicains qu'ils venaient de combattre sur le Rhône. Dans un des premiers combats sur les bords du Rhin, un boulet de canon frappa le fils à côté du père. Jacquard, couvert du sang de son fils unique, l'ensevelit sur le champ de bataille, languit de douleur et de fatigue dans les hospices, obtint son congé et rentra dans sa patrie dessinée par les vainqueurs. Il ignorait jusqu'à l'asile où sa femme s'était réfugiée. Il la découvrit enfin dans un grenier des faubourgs où elle étendait le linge des blanchisseuses pour gagner son pain. Elle partagea ce pain de mercenaire avec lui. Ils pleurèrent ensemble leur enfant, leur jeunesse, leur fortune, leurs espérances. La pauvre ouvrière mourut de chagrin en encourageant toujours son mari à bien espérer de son génie et de la providence. Ceci, oui, Jacquard, dans cette solitude et dans ce deuil, fit faire les derniers efforts de contention à son esprit. Il travaillait le jour comme simple ouvrier à la tâche chez un maître fabricant. La nuit, il taillait avec son couteau les poulies et les bobines de sa mécanique. Assisté de M. Pernon, son patron, il la termina enfin en 1800 et en fit recevoir le modèle à l'exposition de l'industrie. Le jour, il lui décerna une médaille de bronze pour une machine, dit le texte, qui supprimait un ouvrier dans la fabrication des tissus brochés. Sa sœur Jacquard, heureuse d'être signalée par ce bronze à la gloire et à la fortune, se hâta de prendre un brevet d'invention, titre de propriété d'une idée qui lui en assurait le monopole. Cette machine de Jacquard, bien qu'elle ne fût pas adoptée encore par les fabricants, lui valut d'un certain degré d'attention et d'importance dans la ville. Le ministre de l'Intérieur, Carnot, pour occuper les loisirs des députés de Milan à la consulte italienne, pendant qu'ils attendaient le premier consul à Lyon, les conduisit chez l'ouvrier en soie, inventeur du nouveau métier. Jacquard, qui s'apprivoisait vite avec sa gloire, s'enivra de cette visite de 2 nations dans l'atelier d'un pauvre tisseur de soie. Il songea au roi ramassant le pinceau du peintre. Il élargit son plan à peine ébauché à la proportion de l'attention publique. Il avait supprimé un ouvrier du métier, il songea à en supprimer un plus grand nombre. Le génie est une ambition insatiable comme toute ambition. Quand on ne peut plus rivaliser avec personne, on rivalise avec soi-même. Jacquard ne réfléchit peut-être pas assez dans son enivrement qu'il travaillait contre ses compagnons de peine, qu'en supprimant tant d'ouvriers, il supprimait autant de salaires, et que la vie de milliers de ses co-salariés payerait le prix de son invention. Il se dit au contraire à lui-même, pour consacrer le bienfait de son œuvre, que ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants cloués au métier antique y subissaient des postures contraintes, y contractaient des difformités physiques, et qu'en leur arrachant leurs navettes, il leur enlevait leur supplice. Cela était vrai. D'ailleurs, la gloire est ingénieuse à se créer des motifs d'humanité. Pour consacrer sa découverte à Dieu, il fit une neuvaine prière, votive à l'image de la Vierge vénérée sur une colline de Lyon, nommée Notre-Dame de Fourvière. Il monta 9 fois les degrés de la Sainte Colline. À son retour, il s'enferma de nouveau devant un modèle de machine de Vaucanson, qui contenait en germe le développement de la sienne. Il y fit un changement important, au moyen duquel le fil de soie se présentait de lui-même au tisseur à sa place dans le tissu. Il supprima ainsi toute une catégorie d'ouvriers qu'on appelait les tireurs de laque. Il en fit un autre au moyen duquel le tisseur était averti de la couleur de la navette qu'il fallait lancer. Il supprima encore ainsi toute une classe d'ouvrières qu'on nommait les liseuses du dessin. 3 ouvriers, 2 ouvrières supprimés autour du métier nourricier dans une ville qui comptait d'alors 20 000 métiers, qui en compte aujourd'hui 60 000, c'étaient des milliers d'ouvriers, ses compagnons de peine, rayés du livre des salaires, mais aussi du livre de vie. Jacquard triompha, il présenta son modèle aux autorités. Les autorités l'envoyèrent à Paris pour que l'empereur connût et récompensa dans cet homme le bienfaiteur de la fabrique nationale, qui, en abaissant la main-d'œuvre en France, allait éteindre la concurrence de l'étranger et multiplier la consommation générale. L'empereur, qui devait voir de loin, en masse et en perspective, les résultats sans se préoccuper du déplacement momentané des existences, s'entretint avec l'inventeur, soupçonna un génie occulte sous cette rusticité apparente, et fit installer Jacquard au Conservatoire des Arts et Métiers pour y construire à loisir sa machine. La machine achevée, Jacquard fabriqua de ses propres mains, à lui seul, une robe d'étoffe magnifiquement brochée dont il fit hommage à l'impératrice Joséphine.
le gouvernement lui accorda une pension de 1000 écus, à condition de ne fabriquer ses métiers que pour sa patrie. Jacquard revint à Lyon populariser sa découverte, pour laquelle il conserva un privilège d'inventeur. Il offrit aux fabricants le moyen facile de s'enrichir en adoptant d'un métier qui se passait de tant de mains et qui réduisait tant de salaires. En peu de temps, l'instinct du lucre triompha des routines, ses ennemis immobiles des inventions. Les métiers auxquels Jacquard donna son nom se répandirent dans la ville. Chaque métier nouveau adopté projetait des ouvriers, des ouvrières, des enfants, des familles sans navette et sans pain dans la rue. On commença à s'apercevoir que la machine miraculeuse pour le fabricant était meurtrière pour le prolétaire. Le nom de Jacquard, d'abord élevé jusqu'au nu, monta dans les murmures et dans les malédictions du peuple. Des groupes se formèrent pour briser ces machines, et pour l'immoler lui-même au ressentiment de ceux que son génie l'avait affamé. Voilà le traître, disaient en s'amutant dans les rues des bandes oisives d'hommes, de femmes et d'enfants exténués par la misère, qui ne s'est mêlé à nous que pour nous ravir avec le secret de nos métiers le pain qui nous faisait vivre. Ils vend le peuple aux riches. On le récompense de notre mort. On lui paye le prix de notre sang. Que veut-il que nous fassions, nous, à qui on a appris depuis notre berceau que le métier qu'il démolit sous nos mains, qu'il nourrisse donc nos femmes et nos enfants, repoussés maintenant de porte en porte, ou qu'il meure, le destructeur du travail du peuple, de la même mort que nous. Ces murmures, ces attroupements, ces imprécations injustes à distance, justes dans la faim, faisaient trembler et se cacher le pauvre inventeur, reconnu et enveloppé un jour sur le quai du Rhône par un groupe d'ouvriers sans pain. Il fut renversé, traîné dans la boue jusqu'au bord du fleuve où il allait être précipité. La force publique l'arracha, déchiré les sanglants des mains de ces misérables. Il quitta la ville, consterné, il se réfugia à la campagne pour laisser passer l'orage et attendre que le travail lui reprît son niveau toujours suspendu après une découverte. Le nombre accru des métiers ne tarda pas à compenser le nombre des ouvriers supprimés dans chaque fabrique. Cependant, quelques-uns moururent, d'autres s'exilèrent, et leurs successeurs profitèrent de l'invention et firent ordinaire des révolutions d'idées comme des révolutions de procédés industriels. Jacquard, retiré du monde, mais il avait involontairement creusé un si grand vide et fait un si grand bruit, vieilli dans le silence, dans le repos, dans l'illustration, et peut-être aussi quelquefois dans la douleur des premiers résultats de sa découverte. Asli, il avait acquis une petite maison et un jardin dans le village d'Oulin, près de Lyon, au bord du Rhône, en face des Alpes. Il pouvait entendre de là, quand le vent du nord soufflait, battre les innombrables métiers à soie auxquels il avait donné la forme, le mouvement, la vie. C'était sa postérité la lui. Il s'enivrait de ce bruit sourd de la ville, qui lui devait la prééminence de son travail actuel sur toutes les manufactures de l'Europe. Une servante fidèle et désintéressée, cette providence des vieillards, il soignait ses vieux jours. C'était une ancienne amie de sa femme, nommée Toinette. La femme de Jacquard, en mourant, avait recommandé son mari à cette servante comme un enfant qui aurait besoin de lisière jusqu'à la tombe, parce qu'il regardait toujours plus loin que ses pas, et qu'il se heurtait à toutes les pierres. Toinette lui aplanissait la route et lui enlevait tous les soucis de la vie domestique. Jacquard n'avait rien à faire qu'à causer avec ses pensées, vieilles comme lui, et toujours les mêmes. Il cherchait sans cesse à retoucher à sa machine. Il ne savait pas que le tasse, en voulant refaire son chef-d'œuvre, l'avait défiguré, et que quand le fruit plus ou moins mûr est tombé de l'arbre qu'il a porté n'a plus de sève à lui donner, azanté. Il s'amusait à cultiver les plates-bandes de son jardin. La maison qu'il habitait à Oulin était celle que le poète Thomas, ami de Ducis, avait habité quelques mois avant sa mort, quand il était venu chercher, sur cette colline du Rhône, exposée au soleil levant, un air plus tiède et un ciel plus serein qu'à Paris. Thomas avait médité ses derniers chants dans ces mêmes allées où Jacquard méditait ses dernières inventions mécaniques. Symboles tous les deux de deux siècles si différents, quoique de si peu d'années de distance, l'un cherchant des idées, l'autre des industries, l'un rêvant de la gloire, l'autre de l'or. La gloire et la fortune devaient les tromper tous les deux, mais l'un et l'autre se ressemblaient par un sentiment plus élevé que l'or et la gloire. C'était un grand instinct de religion qui leur sanctifiait la vie et leur adoucissait la mort. Seulement, leur religion était différente, comme leur nature. Celle du poète et du philosophe Thomas était la religion de Platon, embrassant les mondes, écoutant les sphères, épeler le nom universel et infini les cris sur chacun des rouages du grand mécanicien de la machine céleste. Celle de Jacquard était la religion du chrétien, répétant avec une foi simple le symbole que lui avait enseigné sa mère, et reconnaissant une providence divine dans l'humble machine de ses doigts, aidant un pauvre ouvrier à tisser le fil d'un insecte pour gagner sa courte vie.
On le voyait régulièrement assister au sacrifice matinal dans la petite église de son village. En sortant, il distribuait aux enfants pauvres les pièces de monnaie de cuivre de son modique superflu. Les villageois et les promeneurs de Lyon, qui venaient le dimanche regarder par-dessus le mur de son jardin, se montraient du doigt ce vieillard. Ils le respectaient comme un grand homme supérieur à leur nature, qui avait reçu autrefois du ciel une de ces grandes aspirations qui changent la face de la terre, aspiration qui consacre l'organe que Dieu a choisi pour se manifester aux mortels par une découverte ou par une idée. Les voyageurs, les industriels, les savants qui passaient par la ville venaient de temps en temps frapper à sa porte et s'entretenir avec l'illustre inventeur. Il s'en allait étonné de l'extrême simplicité et du peu de surface d'idées de cet homme élémentaire qui n'avait eu qu'une pensée en 80 ans de vie. Celui qui avait vu sa machine avait vu Jacquard. Il s'y était incorporé tout entier. Sa conversation ramenait complaisamment les visiteurs sur le même sujet. Automate sublime qui n'avait eu qu'un mouvement de l'esprit pour fonction dans ce monde et qui le répétait sans jamais se lasser toutes les fois qu'on posait le doigt sur le ressort. Jacquard vécut jusqu'à 82 ans. Il s'éteignit dans le sentiment de sa gloire. À peine mort, la reconnaissance du commerce qu'il avait enrichi lui éleva une statue et lui consacra une place publique dans sa ville natale. Il vaut mieux servir une industrie qu'une nation, et un intérêt qu'une idée, pour jouir vite de sa mémoire. Que de philosophes attendent la statue de l'artisan. Le statuaire a bien rendu son image. Nous avons vu nous-mêmes Jacquard dans sa vieillesse, et nous avons pu comparer l'homme et la pierre. À ce dîner, c'était un homme d'une taille forte, mais affaissé sur elle-même par l'habitude du labeur des mains et par la fatigue de l'esprit. Il avait quitté le costume de travail, il était vêtu de la tunique de drap du loisir, vêtement flottant à larges plis sur le corps, et dont les longues basques descendant jusque sur les talons semblent attester avec un certain orgueil prolétaire par l'inutile prodigalité de l'étoffe. L'aisance chez un artisan enrichi. Il penchait la tête sur une de ses épaules, il baissait le front en avant, mais il soulevait ses yeux pour regarder avec une modestie secrètement satisfaite celui qui le saluait en passant. Son front était vaste, ses yeux larges, sa bouche épaisse et déprimée au coin des lèvres, ses joues caves, son teint ligneux comme celui de l'ouvrier qui vit à l'ombre, une langueur triste et méditative, était l'expression dominante de sa physionomie, soit contention d'esprit, soit empreinte ineffaçable des premiers malheurs de sa vie, soit amour-propre longtemps souffrant de l'inventeur qui ne triomphe que tard, et quand le triomphe se confond presque avec le tombeau. Cependant, un sentiment visible de son mérite éclatait sous cette mélancolie et sous cette ombre du visage. Il jouissait d'être regardé, il était flatté des hommages et des caresses des riches fabricants qui avaient été ses maîtres, et dont il était devenu le supérieur. Il contemplait ses titres comme un anobli. Ses médailles de bronze à l'exposition, ses brevets d'invention, ses correspondances avec les ministres, ses modèles, sa machine, étaient groupés sous ses yeux. Il étalait avec complaisance sur son habit le large ruban rouge et la croix de dimension inusitée, décoration civile qui le faisait distinguer dans la foule. On voyait le juste orgueil du vétéran qui se pare de son insigne pour rappeler à lui-même et aux autres ses services. Un peu de vanité m'anticipait sur la gloire, vanité bien naturelle à l'homme d'obscures conditions qui se trouve tout à coup placé en évidence, ébloui par son propre éclat. Mais la bonté, l'humilité chrétienne et la tristesse tempérèrent l'amour-propre de Jacquard. Son contentement de lui-même n'offensait ni ne méprisait personne. Seulement on lui avait tant dit qu'il était un grand homme qu'il l'avait cru, il n'était qu'un grand mécanicien. Il se plaignait quelquefois de l'ingratitude des hommes. Sa machine lui paraissait un monument, ce n'était qu'un service. Ce service était récompensé par l'aisance, les honneurs, la considération, le repos, et par une statue en perspective. Il y avait là de quoi attendre cette immortalité que Jacquard avait enlevée à Vaucanson, et qui durera jusqu'à ce qu'un autre, en découvrant d'un procédé plus perfectionné et plus économique, lui enlève la sienne à son tour. Ainsi va le monde, sibi lampada trados, dit Lucrèce. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous lisons dans les journaux d'Italie qu'un Milanais nommé Bonelli vient d'inventer une machine mue par l'électricité qui tisse d'elle-même la soie et qui supprimerait celle de Jacquard. Ce service, quoique estimable et réel au fond, était contesté amèrement par ces masses d'ouvriers et d'ouvrières dont il avait sans le vouloir arraché l'outil de la main et le pain de la bouche. C'est une terrible question que celle des machines. L'inventeur qui est un bienfaiteur à distance est un ennemi de près. Sans doute celui qui enrichit le genre humain d'une force et d'une adresse de plus par l'invention d'une mécanique double la puissance des arts,
des industries, des métiers, multiplient le travail, la production, la consommation, la richesse, la population, et méritent bien de l'humanité. Les inventeurs sont les révélateurs de la matière. On leur doit et on leur décerne presque des autels, mais au moment où ils apportent leurs machines au monde, ils déchéritent sans le vouloir des mains humaines, qui étaient employées en nombre incalculable à faire le métier qu'ils vont faire à des rouages inanimés. Que deviennent ces mains? Elles se sèchent sur l'outil désormais inutile de leur métier perdu pour jamais. Celui qui a inventé la première machine à filer le coton ou la laine a tué plus de monde qu'une épidémie. La quenouille nourrissait et consolait la moitié du genre humain. Les femmes filaient dans les campagnes, depuis le berceau jusqu'au tombeau. Ce salaire modique, mais continu et universel, vêtissait, soulageait, nourrissait surtout la vieillesse des pauvres mères de famille. Le machiniste les a rendus un fardeau onéreux dans les chaumières du peuple pauvre. Il a abrégé et attristé leur vieillesse. Ce travail sédentaire et ce pain de surérogation sont supprimés, elles n'ont qu'à mourir. On inventera d'autres travaux, dit-on, et c'est vrai, mais en attendant, des générations auront souffert, gémi, périr en maudissant le machiniste. La divine machine humaine n'a-t-elle donc pas le droit d'être protégée, et de gémir aussi quand on la brise? C'est source. Il en est des inventeurs de machines industrielles, comme des inventeurs de vérités religieuses, politiques ou morales. Ils sont les grands révolutionnaires de la matière. Toute révolution est un déplacement d'idées ou un déplacement d'intérêt. Tout déplacement écarte violemment quelque chose qui était pour faire place à quelque chose qui doit être. L'avenir n'avance qu'en foulant sous ses pieds le passé. Aussi ces révolutionnaires, quelque bienfaisants qu'ils soient dans la perspective éloignée des temps, sont maudits à l'heure où ils vivent. Triste mais fatale condition de notre pauvre humanité, stupide si elle ne marche pas, cruelle si elle marche. Il semble que Dieu ne lui ait laissé que le choix entre les deux calamités de ce déplorable dilemme. Rester perpétuellement stationnaire en laissant subsister le mal, ou être perpétuellement révolutionnaire en accomplissant le bien. Ne nous trompons, la puissance de la raison publique et la puissance des grands États modernes ont mis dans les mains des peuples et des gouvernements un moyen de concilier sans iniquité et sans cruauté pour personne les intérêts des progrès moraux et industriels et les intérêts des classes dépossédées par l'idée ou par l'invention nouvelle. Ce moyen, c'est le ménagement lent et équitable des transitions, c'est l'expropriation pour cause de vérité ou d'utilité publique. C'est la mesure dans le progrès, c'est l'indemnité nationale faisant porter sur tous les frais du déplacement de système ou du déplacement d'intérêt pour quelques-uns. Ainsi, quand la vérité et la justice ont dit « il faut que l'esclavage des Noirs cesse dans la loi française et que l'homme n'y reconnaisse plus un esclave dans la créature de Dieu », nous avons évalué le prix vénal de nos 300 000 Noirs de nos colonies et nous avons dit aux colons « tiens, voilà ton argent, prends-nous l'homme ».